Lorsqu'on se positionne ici ou bien ici, on obtient une réponse identique si on ne fait rien à la question qui serait par exemple résoudre www.pluton.local. Alors si par exemple ici je fais un ping www.pluton.local, je vais obtenir une information qui va être détenue ici et je vais obtenir cette information www.pluton.local est un alias de SRV3 et SRV3 possède l'adresse 172.30.0.252. En clair, si je me place sur l'ordinateur, j'ai mis les couleurs, jaune de ce côté-là, vert de l'autre côté. Si je me place sur l'ordinateur jaune, ici là-haut, là, ordinateur jaune, je fais un ping pluton.local, j'obtiens bien l'adresse 172.30.0.252. Et du coup, lorsque je voudrais par exemple démarrer une requête sur le site web www.pluton.local, j'ai donc bien un accès à mon serveur. Donc je suis en train de me connecter ici sur ce site et j'obtiens bien ça puisque le serveur DNS m'a donc donné cette adresse. Je me connecte donc ici. Maintenant sur l'ordinateur vert avec le petit bonhomme là ici, donc si je fais la même requête, là ici je suis en bas sur l'ordinateur vert, alors vous regardez l'adresse IP, je suis sur un réseau différent, 192.168.1. Si je fais un... Alors déjà, la première chose, un ping de pluton.local me donne la même adresse. Et donc c'est identique, sauf que là ça marche, et là ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas ? Parce que tout simplement en fait tout simplement parce que cette machine là n'a pas accès à ce réseau là. Et du coup le problème est que lui n'arrivera pas à se connecter à ce serveur web. Il va y avoir une erreur. Donc pour résoudre ça, il faut que le serveur DNS qui est ici soit capable de donner l'information qui correspond au côté privé, c'est-à-dire en fait ici tout ça, juste avant le routeur là, tout ce côté privé qui est celle-ci, SRV3 a bien cette adresse là, mais pour les autres, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à droite du routeur, donc à partir de tout ça là, ici, et donc lui en l'occurrence, il doit avoir comme information que le serveur web se trouve ici. Pourquoi ? Parce que ici, il ne peut pas aller plus loin que ça. Lui, il fait barrage. La fonctionnalité NAT bloque l'entrée vers le réseau privé. Du coup, on ne peut pas aller plus loin que le point XXXX. Et il va donc falloir créer une règle de relais qui dit que tout ce qui arrive sur XXXX sur le port 80, donc pour accéder à un serveur web, sera redirigé vers la bonne adresse, celle-ci, là, que vous voyez là. Mais ça suffit pas, parce que ça parle d'adresse IP et pas de nom. Moi, je veux que lui fasse non pas un accès vers XXXX, mais un accès vers pluton.local, www.pluton.local. Or, quand il le fait, eh bien, on peut le voir ici, il atteint bien le serveur DNS, mais il lui donne la mauvaise adresse. Il doit lui donner l'adresse XXXX. Alors l'adresse XXXX, c'est en réalité l'adresse de mon routeur, et l'adresse de mon routeur, logiquement, on devrait l'avoir ici. ifconfig, c'est 192.168.1.6. Donc ce que je vous montre ici, c'est en fait l'adresse d'ici. Alors donc il faut que mon DNS donne cette adresse 192.168.1.6 à lui. Tout simplement. Quand il interroge ce DNS, il faut que ce DNS dise l'adresse de ce serveur, c'est 192.168.1.6. Comment faire ça ? Le split DNS. Donc pour pouvoir faire ça, alors déjà il va falloir établir la configuration du split DNS. Et il faut bien sûr, et ça je ne l'ai pas montré ici, mais il faut que le client qui est ici récupère donc bien l'information, donc il faut qu'il interroge le DNS qui est là.
Donc j'ai fait également une règle de redirection DNS, on en a parlé en début de cette série de présentations. Il faut donc que mon serveur DNS soit séparé en deux. Après, deuxième chose dont je voudrais vous parler sur cette étape-là, c'est comment assurer que par exemple, lorsque cet ordinateur se connecte au réseau, l'information en fait qui combine son nom et son IP, autrement dit son identifiant, soit bien enregistrée dans la zone Pluton.local. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mises à jour dynamiques. Alors pour mettre à jour de manière dynamique le serveur, il faut donc établir une configuration sur le DHCP dans un premier temps. Alors c'est quelque chose qu'on voit rapidement cette fois-ci parce que c'est une technologie qu'on a déjà étudiée dans une présentation qui était destinée au DNS dynamique. Et là, les choses avaient été vues très en détail. Ici, je ne fais que reprendre les principaux paramètres sans forcément rentrer dans les détails. Mais on voit ici que j'ai activé en fait ces lignes-là. Alors ces lignes-là, respectivement, elles activent les mises à jour. Elles les acceptent, puisque on, ça veut dire qu'on met en marche. Ça, c'est le mode opératoire pour les mises à jour. Alors, le mode opératoire, il peut y avoir deux modes, le mode standard ou le mode intérim. Le mode intérim diffère du mode standard. Il est un peu plus ancien et il est un peu moins répandu. Enfin, le mode standard est un peu moins répandu paradoxalement, alors qu'il est plus récent. Donc, l'un ou l'autre fonctionne. Après, c'est pour l'instant plutôt intérim qui est utilisé. Le nom de domaine qu'on veut mettre à jour, le nom de domaine direct c'est Pluton.local et le domaine inverse qu'on veut mettre à jour, c'est-à-dire quelle zone, toutes les zones qui porteraient l'extension in-ddr.arpa. Donc ma zone inverse sera mise à jour, ma zone Pluton sera mise à jour. Dans ce DHCP, on refuse les clients qui ne sont pas connus. Bon, ça c'est une précaution dont je ne vais pas parler ici parce que ça ne fait pas l'objet de cette discussion. Par contre, voilà, cette directive-là va autoriser mes clients Windows à mettre eux directement à jour le DNS, alors que si je le mets pas, si je mets deny à la place de hello, mes clients, alors deny ça voudrait dire qu'explicitement ici, j'écrirai deny, ici. À ce moment-là, mon DHCP, on va le faire pour voir. Donc à ce moment-là, mes clients n'ont pas le droit de mettre à jour le DNS. Après, que faut-il faire dans le DNS? Eh bien, dans la zone Pluton, on va aller voir ça tout de suite. Donc dans la zone Pluton, on ajoute cette ligne-là. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas au reste, qui autorise tous les membres de ce réseau-là et cette machine-là à mettre à jour la zone Pluton, et j'ai mis la même ligne ici pour la zone inverse. Donc cette ligne là permet d'activer les mises à jour, de les accepter en réalité, mais nous avons vu que j'ai interdit au client de le faire en direct. Donc le DHCP peut mettre à jour mais pas le client. On va voir qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire le diagnostic de tout ça. Donc je redémarre mon DHCP. Je vais redémarrer aussi mon serveur bind, mon DNS, bien que j'ai pas fait de modif dedans. Je vais lancer un journal général système en continu pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et je vais observer ça maintenant, je ne vais plus trop quitter ça du regard. Je vais aller sur un poste client interne et faire une requête de relâchement du by DHCP. Je vais aller voir tout de suite mon journal. Je vois ici qu'il y a bien eu des informations qui ont été retirées de la zone inverse et de la zone Pluton. Donc le fait d'avoir relâché, le DHCP release a nettoyé
la zone Pluton et la zone inverse de la présence de ce poste client. Maintenant, je fais un renew, c'est-à-dire que je demande un renouvellement du DHCP. Hop, on va aller voir le journal tout de suite. On voit que le renew démarre ici et a pour conséquence de mettre à jour la zone en ajoutant l'enregistrement pour XP, PCXP Pluton.local et en ajoutant également l'enregistrement, il doit être ici pour l'adresse IP du client. Donc ça marche. Donc la mise à jour dans la zone Pluton et dans la zone inverse grâce au DHCP fonctionne. Mais maintenant, on va faire passer un petit peu le journal, on va aller modifier directement le client, on va lui demander de s'enregistrer dans le DNS en direct avec cette commande qui permet de le faire. Cette commande, elle initie une demande et dans un laps de temps de maximum 15 minutes, le serveur devra être mis à jour. Allons voir le journal du serveur. Alors, on voit des petites choses ici qui n'ont pas forcément rapport direct avec ce que je viens de faire, mais on ne voit pas de mise à jour s'opérer pour l'instant. Alors, je viens de dire qu'il fallait attendre un quart d'heure maximum, c'est indiqué quelque part ici, je crois, voilà. Ça veut dire que c'est pas forcément tout de suite que je vais le voir, donc du coup je peux peut-être tenter de le refaire plusieurs fois. Mais voilà. Alors, ça a fonctionné pour l'instant comme on peut le voir, mais on peut voir que c'est le DHCP qui a mis à jour et pas le client. Donc quand le client va vouloir le faire, voilà, bah ici vous l'avez ici, la zone Pluton n'a pas été mise à jour par le client, et du coup on voit que le DNS ici sont pleins. Donc ça c'est dû au fait que j'ai bloqué les mises à jour, enfin j'ai pas autorisé les mises à jour directement par le client. Par contre quand c'est le DHCP qui le fait, vous voyez que là par exemple, il y a eu une mise à jour DHCP, ça se fait très bien. Donc cette sécurité qui vise en fait à empêcher le client de mettre à jour directement le DNS, c'est une précaution pour éviter l'usurpation d'identité dans les DNS par des clients pirates. Il est sage de le mettre. Maintenant, si vous avez besoin et si vous avez confiance en vos clients, c'est peut-être mieux de l'activer, ça dépend du contexte de sécurité. Je vais le remettre pour la suite de la manip, c'est-à-dire qu'ici, je vais autoriser les clients. Donc dans le DHCP, je vais autoriser donc les clients à mettre à jour. Voilà, eux-mêmes le DNS. On va redémarrer le service DHCP et on va aller voir le journal directement. On va refaire un ipconfig/register. Voilà, bon après il faut attendre un peu, nous le savons, mais on ne devrait pas avoir d'erreur qui survient dans la mise à jour. Donc j'ai pas forcément le temps à vous imposer à attendre, et donc on va pas forcément attendre le résultat de l'opération, mais si on a l'occasion de le revoir dans la suite, là, d'ici 15 minutes, le client, enfin il y aura une notification de mise à jour du DNS qui aura été donc validé très probablement. Et alors que tout à l'heure il y avait un refus qui n'est pas arrivé tout de suite non plus, mais assez rapidement. Voilà, donc pour cette opération, par rapport à ce fichier ici, on a vu qu'on pouvait donc mettre à jour nos zones. On a vu que le défaut qui était principalement celui qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que mes clients qui sont extérieurs ici n'ont pas la bonne adresse, ne leur permettant donc pas d'accéder en fait au serveur qui est ici. Donc il va falloir mettre en place le split DNS. Alors le split DNS, c'est une fonction qui va consister à modifier les fichiers ici de déclaration
pour également changer les fichiers de zone. Et le fichier va devenir beaucoup plus complexe, comme on peut le voir ici. On va le découvrir en détail dans la suite de cette série de présentations. Et les zones devront également être modifiées de façon à avoir une distinction entre la zone interne et la zone extérieure, c'est-à-dire la zone qui peut être consultée par les clients internes de celle qui sera consultée par les clients extérieurs. Donc c'est la prochaine étape de cette série de présentations qui consiste à mettre en place donc cette séparation DNS.